Et avec donc notre invité café, je vous disais, on va parler donc Ovalie, on dit Ovalie, mais en fait c'est le rugby. Voilà, Oui, tout à fait. tout à fait. C'est le ballon qui est ovale. C'est exactement. Bonjour Gilles Lafitte, vous êtes Yolanda. directeur technique à la Fédération polynésienne de rugby. Alors on va parler donc rugby et Coupe du Monde et formation également. Alors le 15 de France donc joue tout à l'heure, dans moins de 2 heures. Ce sera son deuxième match donc après son entrée réussie face aux All Blacks. Ce sera donc face à l'Uruguay, un adversaire beaucoup plus modeste. Vous avez suivi le premier match? Oui, bien évidemment, comme beaucoup, puisqu'on a quand même un pic à plus de 17 millions. Donc, merci à Polynésie aussi, et merci pour l'invitation en tout cas. Bon, ça a été un peu, dans notre jargon, un peu poussif cette première mi-temps, avec la pression de jouer à domicile et tout, mais on a vu sur la deuxième mi-temps qu'à partir du moment où ils mettent le système France, le système de jeu France qu'ils ont mis en place depuis plutôt maintenant 4 ans, ça a fonctionné. Et puis on est un peu soulagé de ce premier match et on peut aborder un peu plus sereinement, je dirais, ces prochains matchs qui sont à la portée de l'équipe de France. Oui, vous avez vu l'entrée en matière de l'Afrique du Sud contre l'Écosse à Marseille, vous en pensez quoi? L'Afrique du Sud, c'est les champions du monde en titre. Oui, c'est les champions du monde, évidemment. Donc, forcément, on les connaît dans leur registre. Hein. Ils ont essayé d'aller à l'affrontement direct. Mais attention, les Écossais ne se sont pas échappés, comme on dit dans notre jargon. Mais voilà, c'est un leader solide, comme 3 ou 4 équipes dans cette compétition. C'est une des compétitions qui est la plus ouverte. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 équipes qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Alors, le rugby connaît en France, on le voit à travers cette Coupe du Monde, un bel engouement. Les stades sont pleins, même pour des affiches plutôt modestes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau par exemple, des clubs, de la formation après cette Coupe du Monde? Vous pensez que ça va être sensible auprès des inscriptions, par exemple, des clubs? Oui, d'abord, c'est un travail depuis 4 ans avec le sélectionneur de l'équipe de France. C'est 15 victoires sur le sol français. C'est en moyenne 33 points. Donc, on est charmé par cette équipe qui a su, depuis 4 ans, mettre en place un système. Et donc, forcément, il y a un engouement derrière. Il y a un engouement au niveau des inscriptions. Et oui, on peut profiter de cette belle vitrine comme on le fait avec vous, avec Polynésie à Première, sur le territoire, parce qu'on saura accueillir dans nos clubs des jeunes qui veulent s'inscrire. On parle beaucoup de lien social. Aujourd'hui, je pense que les clubs du Fénois sont capables, et j'en suis sûr même, d'accueillir les jeunes. On a une chance dans notre sport, c'est qu'on peut accueillir les petits, les grands, les plus minces, les corpulents, les joueurs un peu sur la réserve, des hyperactifs, et tout ça, c'est la magie du sport collectif et du rugby, et on prône toutes ces valeurs. Et donc, j'invite moi les parents à faire en sorte d'inscrire leurs enfants. Alors après la Coupe du Monde, que ce soit le football ou du rugby, généralement les fédérations après bénéficient ou profitent donc des retombées de la Coupe du Monde qui génère énormément d'argent. Les clubs en profitent. Par exemple, après cette Coupe du Monde de rugby, on peut penser légitimement qu'ici, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, ailleurs... Alors nous, on a un statut un peu particulier puisqu'on est autonome et on est une fédération à part. Donc, profiter financièrement, c'est peu probable, mais on a quand même pu profiter depuis 2 ans de ce qu'on appelle campus. Et donc, on a une formation ici sur le territoire avec 19 apprentis qui, en ce moment, sont à Nice, profitent pas, travaillent sur l'organisation de la Coupe du Monde, donc ça génère quand même de l'enthousiasme, de l'engouement. Avoir des retombées directes financières, c'est peu probable. Donc ça veut dire que justement, on est en train de monter des projets pour pouvoir accompagner nos jeunes. Ce fameux projet Aito Rugby 2027 dont on a longuement parlé sur vos antennes, c'est aussi la capacité à aller chercher des ressources humaine, je dirais, mais surtout financière. Alors, si on n'est pas aidé par la fédération, justement, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que cet engouement qui profite ici, en fait, aux plus jeunes? Oui, qu'est-ce qu'on a déjà mis en place, parce qu'avec la nouvelle fédération, la Fédération polynésienne de rugby, une des principales missions, c'est le développement. On a beaucoup œuvré pour le rugby scolaire. Ces 3 derniers mois, on avait 1500 élèves, 15 établissements. On a le festival scolaire Coupe du Monde de rugby qui va se faire au Stade Fatawa le 26 octobre. Ce sera une première, ça ?
Non, c'est une seconde, puisque vous étiez déjà partenaire en 2019. On avait 1200 élèves. Là, ça serait un peu plus modeste, puisqu'on n'a que le Stade Fatawa. On aura à peu près 700 élèves. Et voilà, donc il y a un engouement, il y a ça. Mais en ce moment, toutes les écoles de rugby des clubs de Tahiti et des îles mettent en place des journées portes ouvertes. Donc profitent de la vitrine pour pouvoir accueillir les jeunes, offrir des goodies, offrir un goûter. Et donc on espère évidemment que on puisse avoir quelques jeunes et quelques retombées. Mais régulièrement à l'école, c'est pas possible de vulgariser entre guillemets le rugby pour que ce soit une matière comme une autre? C'est une de nos demandes et moi j'essaye vraiment d'intervenir. Moi j'avais en formation 41 profs EPS. Ça paraît, il y a plus d'écoles et plus de collèges et plus d'écoles comment dirais-je, qui enseignent le rugby. C'est difficile parce que c'est une matière qui est qui est difficile à mettre en place. Donc on est là pour aider les enseignants, on est là pour aider les professeurs EPS et ce serait effectivement, c'est notre souhait, mais il y a déjà un gros travail qui est fait. On a monté une section sportive au collège de Tiperoui, voilà, et les enseignants sont à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent sortir un petit peu du traditionnel cross, foot, etc. Et ils sont très à la demande de nouvelles pratiques. C'est une pratique sécuritaire, mixte, et qui est ouverte à tous. Et je vais te dire là devant vos antennes que les filles s'éclatent, les garçons, parce que c'est facile de porter le ballon, c'est facile d'avancer. Le plus difficile dans notre pratique, c'est de faire des passes vers l'arrière, je vous l'accorde. Mais on voit vraiment des jeunes élèves et moins jeunes vraiment s'éclater et prendre du plaisir. Alors nos voisins calédoniens ont de l'avance par rapport à nous, on peut le dire comme ça, non ? Oui, tout à fait. C'est l'histoire qui veut ça. Aujourd'hui, effectivement, il y a 34 ans qu'il n'y avait pas eu de cadre technique sur le territoire. Donc, il y a une nouvelle fédération qui est dynamique et on espère bien sûr revenir un petit peu à hauteur des Calédoniens parce qu'ils ont un gros travail qui est fait avec une aide de la Fédération française de rugby. Ils ont monté un pôle outre-mer. Ils ont déjà des joueurs qui sont prédisposés et des prédispositions à jouer à haut niveau, notamment les Wallisiens. En tous les cas, dans la région, on a une belle carte à jouer. Déjà, si on regarde de plus près la composition de l'équipe de France, alors 4 des 33 joueurs donc, du 15 de France sont originaires ou de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna. Oui, complètement. C'est vraiment ce qu'on espère et ce qu'on met en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui peuvent accéder au haut niveau, mais il faut savoir les accompagner. Il faut vraiment les accompagner dans la durée. Il faut mettre en place un processus d'accès au haut niveau. Ça se décide pas du jour au lendemain. Et plus on les prépare en amont, et plus facilement ils pourront franchir le pas, soit aller en Nouvelle-Zélande, ou soit faire leurs études, comme souvent en France, en métropole. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 jeunes qui viennent de partir, un qui intègre le club de Toulon quand même, et un qui va à Colomiers dans la région toulousaine. Voilà, donc c'est comment préparer ces jeunes, mais c'est les préparer sur du long terme. Parce qu'on compte combien de licenciés ici? Là, on a à peu près 900 licenciés, on a 13 clubs. Ça se développe beaucoup. Il faut savoir qu'encore il y a 5-6 ans, il n'y avait pas d'école de rugby. Donc là, il y a 6 écoles de rugby assez fortes. Il y a 2 clubs, un sur Raiatea, il y a un club sur Wainé, un club sur Rangiroa, un club à Moorea et bien sûr le reste sur Tahiti. Et donc on est assez fiers de ça. Il faut être vigilant. On a beaucoup de concurrence évidemment. Mais voilà, l'idée pour nous, c'est que on dit une fédération forte et des clubs forts pour une fédération forte. Vous fixez un objectif en termes de licenciés, par exemple? Non, il n'y a pas d'objectif. Je crois que souvent, je dis en formation aux éducateurs, si vous avez 20 garçons en début de saison et que vous amenez les 20 en fin de saison, déjà, c'est une réussite. C'est comment les accompagner, comment créer du lien, comment être enthousiaste, comment créer de l'amitié. On est beaucoup sur ces valeurs-là et ça n'empêche pas de mettre en place des compétitions parce que on a chaque mois, on a 3 plateaux jeunes, donc avec une centaine de jeunes par plateau, que ce soit les U8, U10, on a les U12, U14 sur d'autres catégories, on a les U16, U18, et donc voilà, ça crée de l'engouement, et tous les samedis, on est sur le terrain. Qu'est-ce qui manque pour franchir un cap, justement, pour tous ces jeunes ? Il manque d'abord de l'engagement. Il faut aussi, c'est pas facile de passer du milieu scolaire au milieu fédéral.
c'est de l'engagement, c'est souvent aller accompagner ces jeunes, aller les chercher. C'est pas propre au rugby, hein, c'est propre à l'ensemble des sports. Et voilà, mais il faut faire avec des joueurs fiables aussi. C'est ce qu'on dit un peu dans notre jargon, c'est-à-dire que des joueurs qui ont envie, qui viennent, qui se lèvent, qui s'entraînent et qui mènent de front aussi avec les études. Donc voilà, c'est tout un processus d'accompagnement qui est important. Les jeunes viennent tout seuls en général ou alors les parents sont pas très loin? Alors tout dépend de la configuration du club. Voilà, il y a des clubs qui sont vraiment... tous les clubs déjà sont ancrés dans leur environnement, sur leur territoire, sur leur commune, ça c'est bien. Et il y a des clubs un peu plus difficiles où effectivement les parents ne viennent pas, on ne les connaît même pas. Et puis d'autres effectivement sont accompagnés. Généralement, ils sont surtout accueillis par tous nos éducateurs bénévoles. On a beaucoup d'éducateurs bénévoles. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'éducateurs qui ont suivi la formation brevet fédéral. C'est 60 heures, donc ça veut dire que il y a une implication de ces éducateurs bénévoles, des dirigeants bénévoles, et je profite de votre antenne pour encore les remercier 1000 fois parce que c'est grâce au club qu'on arrive à structurer notre fédération. Alors pour savoir un peu où est le niveau, le curseur donc par rapport à tous ces jeunes, ce qui est important, c'est de se confronter à d'autres équipes, d'autres territoires. On le fait suffisamment, ça ? Ben non, parce que on a eu malheureusement la Covid qui nous a empêchés effectivement depuis quelques années parce que il y a eu un renouveau aussi avec la fédération polynésienne et on le fait maintenant depuis 2 ans. On est parti 2 fois avec des moins de 16 sur des finales cadets régionaux en métropole. Alors là, ça crée un engouement terrible. Il faut savoir j'avais 7 jeunes moi qui n'avaient jamais pris l'avion, qui se sont retrouvés en métropole dans un milieu qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc ça, c'est des belles aventures. Et puis notre projet Aito Rugby 2027, c'est, tu l'as dit, c'est aller à la concurrence 1 fois, voire 2 fois par an, parce qu'il n'y a que ça. Si on reste sur notre île, on n'y arrivera pas. Et d'ores et déjà, on part en Nouvelle-Zélande du 6 au 14 novembre. On va à Hamilton et on va aller se confronter avec ce qui se fait de mieux en Nouvelle-Zélande. Alors tout à l'heure, l'équipe de France, je le disais, affronte à Lille l'Uruguay. Alors, presque une formalité, même s'il faut toujours respecter l'adversaire, mais même si le sélectionneur a décidé aussi de faire tourner l'équipe. Vous avez un pronostic, vous, pour le match de tout à l'heure ? On va rester humble et on va faire en sorte de respecter l'adversaire. Mais je crois qu'il y a cocorico. Voilà, mais bon, il y a un choc des 2 mondes. Il faut le dire, il y a un choc. C'est un monde hyper professionnel aujourd'hui. Maintenant, l'équipe de France et toute la structure qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a derrière. Et puis le monde du rugby uruguayen. Qui est amateur. Mais l'Uruguay, c'est quand même, si tu me permets, c'est quand même 5 participations à la Coupe du Monde. Il y a 3,3 millions d'habitants. C'est aussi en Amérique du Sud le 3e club avec la 3e nation, avec le Chili et puis l'Argentine. Donc non, il faut se méfier de l'Uruguay. Alors bien évidemment, on a remanié cette équipe de France, ce qui est bien, ce qui nous a permis, cette victoire nous a permis de se projeter. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que l'équipe de France puisse mettre son système de jeu bien en place. Et puis, on compte effectivement, il risque d'y avoir quand même pas mal de points. Merci beaucoup, Gilles Laffitte, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur technique à la Fédération polynésienne de rugby. On rappellera sinon les autres matchs du 15 de France, jeudi contre la Namibie et le 6 octobre, ce sera face à l'Italie. Merci à vous. Merci.